Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, le chef du gouvernement interpellé par les parlementaires sur la question de la réconciliation nationale et la crise que traverse Onatel. C'était là le titre, une fois de plus, bonsoir. La crise que traverse Onatel et la réconciliation de tous les fils et les filles du Burkina Faso sont les deux préoccupations sur lesquelles les parlementaires ont interpellé le chef du gouvernement burkinabé ce mardi 24 janvier 2022. Le gouvernement rassure les députés qu'il prépare un forum sur la réconciliation nationale. Les détails ici avec Habibalaï Bourema. Beaucoup de victimes n'étaient pas prêts à aller au forum sans être indemnisés. D'autres voulaient savoir la vérité, qui a commis les crimes, où se trouvent les corps, qu'est-ce qui serait fait avant d'accepter d'aller au forum national de la réconciliation. Forum national de la réconciliation nationale, c'est aussi l'une des préoccupations des députés de l'Assemblée législative de transition. En effet, ils ont interpellé le Premier ministre burkinabé sur le sujet ce mardi 24 janvier. Bientôt, le Forum national de la réconciliation nationale assure le représentant du Premier ministre. Le gouvernement prépare le Forum national de la réconciliation selon les conclusions et les résultats des différentes assises qui ont eu lieu, les concertations. Lors de ces concertations, il y a déjà des accords ou des ententes qui avaient lieu. Les différentes commissions ou les différentes instances qui avaient été mises en place avant le gouvernement de la transition, il y avait des accords qui étaient conclus. Donc le gouvernement est en train d'œuvrer pour satisfaire ces accords afin que ces personnes viennent au Forum national de la réconciliation de bonne foi, qui ne disent pas nous avons participé à des concertations, nous avons conclu des accords, rien n'est honoré et on nous réinvite à un forum. C'est pourquoi, qu'est-ce qui prouve que les conclusions de ce forum seront aussi prises en compte. Donc c'est ainsi que nous travaillons tranquillement à indemniser les indemnisations qui avaient été conclues. Nous travaillons à prendre en compte des préoccupations qui étaient justes et acceptées par les uns et les autres, afin qu'au forum national, on arrive avec un consensus pour pouvoir travailler sereinement et prier Dieu qu'il n'y ait pas encore un autre forum de réconciliation. En plus de la question sur le Forum national de la réconciliation, les parlementaires ont voulu comprendre mieux la crise que traverse la Société nationale de télécommunications Onatel. Pour répondre à une question orale sans débat relative à la crise que traverse l'Onatel SA. Donc les éléments de réponse que nous avons pu apporter à l'Assemblée, c'est de leur resituer le contexte en fait de cette crise-là, des diligences qui ont été prises par le gouvernement afin d'avoir une sortie de crise. Donc plusieurs rencontres au niveau ministériel ont été tenues entre les deux parties pour essayer d'avoir un accord de sortie de crise. Et il y a une médiation qui est en cours actuellement à la Direction générale du travail pour espérer en tout cas avoir un accord et une sortie de crise. Il faut dire que la crise est partie d'une rupture de dialogue entre le Sinatel et la Direction générale de l'Onatel SA. Donc nous nous réjouissons aujourd'hui que ce dialogue ait pu reprendre et qu'également le travail ait pu reprendre au niveau de l'Onatel SA, mais nous ne pouvons pas affirmer aujourd'hui que la crise est définitivement réglée. Donc les négociations se poursuivent et nous suivons de près la situation en espérant qu'on aura très bientôt un accord pour une sortie de crise définitive. En ce qui concerne le Forum sur la réconciliation nationale, le gouvernement a noté 6 besoins qui doivent constituer la base. Parmi ces besoins figure une réconciliation sécuritaire, une réconciliation avec les Burkinabés enrôlés dans les groupes terroristes.
Dans quelques jours, s'ouvre à Ouagadougou du 27 au 5 février 2022 le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, SIAO. En prélude de ce grand rendez-vous artistique, nous vous proposons de découvrir les acteurs de la maroquinerie. Ici les images avec Yannick Kaboré. À l'instar de plusieurs pays, la maroquinerie, l'art de travailler le cuir, compte parmi les métiers artisanaux les plus exploités au Burkina Faso. Du collecteur de peau au tanneur, en passant par le maroquinier, la filière du cuir constitue toute une chaîne d'acteurs et plusieurs en ont fait leur principale source de revenus. Je travaille le cuir depuis 3 ans maintenant. Il s'agit d'aller prendre la peau d'animaux, puis de la travailler pour en faire une matière assez flexible et après cela, nous pouvons l'utiliser pour faire tout ce que nous souhaitons. D'abord, le cuir. Nous avons le cuir tanné artisanalement, c'est-à-dire sans des produits chimiques. Toutes, c'est des plantes que nous utilisons pour tanner le cuir. Même les couleurs, c'est des produits naturels. C'est bio, si vous voulez. Bon, ça, c'est un sac que je suis en train de préparer. Le modèle m'est proposé par un client. C'est un mélange de façon d'amphanie que vous voyez ici et du cuir. Le secteur est composé d'un grand nombre de petites entreprises et on y retrouve une production d'objets diversifiés. Des sacs, des portefeuilles, des chapeaux, des chaussures, des bracelets, des ceintures, des tableaux et plusieurs autres accessoires. Difficile de ne pas trouver son compte auprès de ces artisans, satisfaits de pouvoir tirer leur épingle du jeu à travers ce savoir-faire. C'est vraiment un domaine, je peux dire, qui apporte, parce que d'abord, on a du cuir ici, puisque je peux même dire qu'on a le meilleur cuir ici au Burkina. Et c'est faire à l'indigénat, c'est-à-dire c'est naturel, il n'y a pas de produits chimiques. Et ça nourrit son homme, parce que là, moi, j'ai une famille que je gère. J'ai des partenaires avec qui aussi je travaille un peu partout. Bien que je ne vive pas le grand luxe, j'arrive à vivre décemment. L'art est un métier assez accessible à quiconque veut s'en sortir dans la vie. J'encourage vraiment les jeunes qui n'ont pas de travail. On peut apprendre facilement en une année et commencer à travailler pour assurer sa pitance quotidienne. C'est vraiment un métier accessible et noble. Que ce soit par passion ou pour assurer sa pitance quotidienne, le cuir n'en est pas moins valorisé. Olivia Djoudé, passionnée d'art, nous raconte son histoire avec le cuir. Apparemment, j'étais gestionnaire de projet, mais j'ai fait des études dans l'art parce que j'aime beaucoup l'art. Et donc, j'ai fait des études en créatrice styliste, option accessoires. Voilà. Donc, je travaille particulièrement sur le cuir ici localement. Je dessine, je fais le choix de mes cuirs, je travaille avec un artisan cuir. Tout ce qui est finition, j'y mets un point d'honneur dessus. Pour que quand on voit, on sent que c'est l'Afrique. Ce n'est pas importé. Bien que le cuir soit présent dans nos vies depuis plusieurs décennies, il n'en demeure pas moins qu'il soit peu consommé au niveau national. Et même si la tendance tend vers un changement, le constat est déplorable de la part des artisans qui ont du mal à écouler leur production. Bon, les difficultés de l'écoulement aussi est là parce que les gens ne connaissent pas nos produits que nous fabriquons ici au Burkina. Les gens nous jugent comme ça sans nous connaître. Si vous vous approchez, quel qu'en soit votre budget, vous allez avoir quelque chose que vous allez partir avec. Par exemple, si vous prenez un sac chez moi, je peux vous garantir que vous avez plus de 5 ans. Plus le cuir vieillit, plus sa beauté sort. Par contre, les sacs venus de l'extérieur, on va vous dire que c'est un sac en cuir de grande marque, mais en fin de compte, ce n'est pas du cuir, c'est du synthétique ou bien du simili-cuir. Il faut changer peut-être chaque fois, il faut acheter d'autres sacs. Tu as plus de sacs, 10 sacs dans ton garde-robe, par contre qui ne dure pas. Par contre, chez nous, quand tu prends un sac, c'est pour des années. Il y a tous ces aspects qui font que nous, on a des difficultés de vendre. Pour le moment, les gens achètent, mais je veux dire, c'est pas tout le monde, c'est pas encore rentré dans nos habitudes ici. Nos sacs, ils trouvent que nos sacs sont un peu chers, mais pourtant,
c'est des trucs durables. Et comme je dis, nous assurons le service après-vente. Après avoir acheté un sac chez nous ici, même si la manche lâche ou quelque chose, tu peux ramener, nous va arranger, on peut même changer de couleur parce que le cuir ne se jette pas. Il peut être toujours modifié. Mais le sac synthétique acheté ailleurs ne peut pas être aussi modifié. Oui, les prix varient de 20 000 à 35 000. Malgré un secteur porteur et prometteur, la filière cuir est aujourd'hui confrontée à plusieurs difficultés et les acteurs lancent un cri de cœur. Vraiment, je peux vous dire que notre domaine est un domaine un peu laissé parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, il y a des structures qui soutiennent d'autres, les couturiers, les soudeurs, les menuisiers. Mais la maroquinerie, moi, à ma connaissance, je ne sais pas, je n'ai jamais vu. Si on peut avoir des soutiens. Vous voyez, aujourd'hui, notre grande difficulté, même, c'est les machines. Aujourd'hui, pour conquérir le marché international, il faut t'équiper de bonnes machines. On a des difficultés d'avoir certaines machines, même aux accessoires. On a ce problème qui calme nos productions. Ne serait-ce que même si c'est des prêts financiers. Aujourd'hui, moi je rêve à ouvrir un grand magasin ou bien une grande usine de production, comme ça a été à Tanalis que j'ai travaillé. Si aujourd'hui j'ai l'occasion de faire des trucs comme ça, vraiment, ça serait la bienvenue. Et je vais employer beaucoup de gens. La sécurité aussi ne favorise pas tellement les choses parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, la population, la priorité n'est pas l'habillement. La priorité, c'est plutôt à manger, à se soigner, à scolariser les enfants. Donc, ce qui fait que le marché aussi est un peu mort. Ce que les étrangers entendent de nous, ça ne les attire pas aussi à venir ici, les investisseurs, à faire des achats, à vouloir nous aider dans ce domaine. Aujourd'hui, si je me suis inscrite pour le CAO qui arrive, c'est pour au moins avoir des acheteurs potentiels, des gens qui vont découvrir et se dire que tiens, on peut avoir des partenaires ici. Malheureusement, avec la situation sécuritaire, il n'y a plus d'affluence. Depuis 5 ans environ, nos affaires marchent à un ralenti, mais nous comprenons bien que ce n'est la faute à personne. Tout notre souhait est que la paix revienne. Ce que le gouvernement peut faire pour nous aider, c'est faciliter notre accès aux prêts bancaires, qui nous approchent pour mieux connaître notre secteur et nous accompagner à le développer pour former les jeunes. Moi, par exemple, j'ai la capacité de former et de transmettre mon savoir-faire. Je n'attends qu'une bonne opportunité pour me lancer. En plus de cela, notre grand problème, c'est l'accès aux produits qu'on utilise pour le tannage du cuir. Ce produit naturel se trouve dans la région du Nord, mais vu l'insécurité, on ne peut plus l'obtenir comme avant. Ce qui fait qu'on a du cuir, mais pas de produit pour le tanner. L'avenir de la filière cuir est prometteur et les différents acteurs sont unanimes sur leur besoin de visibilité et d'appui financier afin de représenter valablement l'art burkinabé au niveau des marchés internationaux. À présent, dans l'actualité hors de chez nous, le président nigérien Muhammadu Buhari a inauguré ce lundi le premier port en eau profonde du pays. Situé à l'est de la capitale économique Lagos, ce port d'un montant de 1,5 milliard de dollars contribuera à révolutionner l'économie du pays. Le président nigérian Muhammadu Buhari a marqué l'ouverture d'un port en eau profonde d'1,5 milliard de dollars financé par la Chine dans le centre commercial de Lagos. Les autorités espèrent que ce port, qui est l'un des plus grands d'Afrique de l'Ouest, contribuera à la croissance de l'économie en difficulté. Le port de Lekki sera le port le plus profond et le plus moderne du Nigeria, avec un tirant d'eau d'environ 16,5 mètres. Cela signifie qu'il sera en mesure d'accueillir de plus grands navires, plus de cargaisons. Nous pourrons faire plus d'économies d'échelle. Nous estimons que le coût d'affaires de ce port sera inférieur aux autres. L'autorité portuaire nigériane en sera le régulateur. Nous serons chargés de fournir des services maritimes. Nous avons déjà entrepris d'acheter des équipements nécessaires afin de garantir un accostage sûr et sécurisé pour les navires.
Comme annoncé lundi par le gouverneur de Lagos, en plus de réduire la congestion des cargaisons qui coûtent des milliards de dollars en revenus annuels, le port en eau profonde de Lekki doit également générer des centaines de milliers d'emplois. Il s'agit d'une énorme infrastructure et nous sommes vraiment ravis que cela se produise sous votre administration. Ce port va générer des milliers et des milliers d'emplois directs et indirects. L'infrastructure sera exploitée en tant que coentreprise entre le gouvernement nigérian, le groupe Tolaram basé à Singapour et une société d'État chinoise. L'ampleur du trafic d'êtres humains masqué par le Covid-19. La pandémie a limité la capacité de détecter les cas dans les pays d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique, explique un rapport de l'ONU. L'ONU craint que la pandémie n'ait contribué à masquer l'ampleur de la traite des êtres humains. Les cas enregistrés de ces crimes ont considérablement diminué pendant la crise sanitaire, mais les experts en la matière pensent qu'il se pourrait que ces crimes, tels que la traite des êtres humains, la prostitution et le travail forcé, s'enfoncent davantage dans la clandestinité pour éviter les poursuites. Il y a eu une explosion de l'exploitation sexuelle en ligne et un certain nombre de pays ont simplement cessé de travailler sur ces questions pendant la pandémie. Ils devaient diversifier les ressources, les consacrer à d'autres urgences, maintenir leur secteur public. 11% de cas de traite des êtres humains en moins dans le monde ont été détectés en 2020 par rapport à l'année précédente. Les différences entre les régions riches et pauvres sont frappantes. Alors que les chiffres ont été divisés par 2 en Asie de l'Est et en Afrique du Nord, ils ont augmenté en Europe et en Amérique du Nord où, selon l'ONU, davantage d'enquêteurs et de ressources étaient disponibles. Les Nations Unies craignent que la baisse du nombre de cas détectés pour la première fois en 20 ans ne devienne la norme. Cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de cas et qu'il est de plus en plus difficile de les découvrir. Les chiffres ont diminué de façon si significative que si nous voulons avoir de réelles chances d'éradiquer ce crime, nous devons penser différemment. Étant donné que le crime est devenu de plus en plus perpétré via Internet, les enquêteurs devraient également agir davantage en ligne, avec l'espoir qu'à l'avenir, moins de cas enregistrés signifie aussi moins de cas réels. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme cette session d'information. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite de programme sur la télévision de la famille.